Il existe en chacun de nous des dimensions cachées, des territoires intérieurs que nous n'avons jamais pleinement explorés, des sensations qui nous accompagnent depuis toujours, sans que nous puissions leur donner un nom précis. Une impression persistante d'être différent, de vibrer sur une fréquence unique. Cette étrangeté que vous ressentez parfois, ce décalage subtil avec le reste du monde, n'est peut-être pas le fruit du hasard. Avez-vous déjà eu l'impression de porter quelque chose d'ancien en vous, une mémoire qui transcende vos souvenirs personnels, une force instinctive qui guide vos choix sans que votre mental conscient en comprenne la logique? Cette sensation n'est pas une illusion. Elle est l'expression d'une vérité plus profonde, inscrite dans la substance même de votre être. Vous connaissez probablement votre groupe sanguin, A, B, AB ou O. Peut-être même votre rhésus positif ou négatif. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce que signifie réellement cette classification, au-delà de la compatibilité médicale, au-delà des transfusions sanguines? Existe-t-il un langage caché dans votre sang? Carl Jung, pionnier de la psychologie des profondeurs, consacra sa vie à explorer l'inconscient collectif. Il découvrit que nous portons tous des archétypes universels, des structures psychiques héritées qui façonnent notre vision du monde, nos relations, nos peurs les plus profondes et nos aspirations les plus élevées. Ces archétypes ne sont pas des concepts abstraits. Ils vivent en nous, s'expriment à travers nos comportements, nos rêves, nos attachements. Et si votre groupe sanguin était l'une des manifestations les plus tangibles de votre archétype dominant, et si cette substance rouge qui circule dans vos veines portait en elle un message symbolique, un appel de l'âme, une carte routière vers votre devenir. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas de la science médicale conventionnelle. C'est de la psychologie symbolique, une approche qui reconnaît que tout dans l'univers visible possède une dimension invisible, que tout fait physique résonne sur un plan psychique et spirituel. Votre sang ne fait pas exception. Dans les traditions anciennes du monde entier, le sang était considéré comme sacré. Les chamans parlaient du sang comme d'un véhicule de l'esprit. Les alchimistes le voyaient comme la quintessence de la vie. Les mystiques de toutes les cultures comprenaient que le sang relie l'individu à ses ancêtres, à sa lignée, à son destin. Jung lui-même s'intéressait profondément aux correspondances entre le corps et la psyché. Il savait que nos héritages biologiques ne sont jamais neutres sur le plan psychologique. Chaque caractéristique physique porte une ombre symbolique, un écho dans l'inconscient. Et le sang, cette rivière intérieure qui nous maintient en vie, ne pouvait qu'être porteur d'une signification profonde. Alors, si vous êtes prêt à écouter attentivement, si vous êtes disposé à regarder au-delà des apparences, cette exploration pourrait vous révéler des aspects de vous-même que vous avez toujours sentis sans jamais pouvoir les nommer. Car votre sang connaît des vérités que votre esprit conscient a oubliées. La solitude primordiale est l'appel de l'âme. Il y a une forme de solitude qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Vous pouvez être entouré de gens qui vous aiment, vivre dans une famille, avoir des amis proches, et pourtant ressentir ce vide inexplicable. Cette impression tenace que personne ne vous comprend vraiment, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce qu'il y a en vous quelque chose de fondamentalement différent. Cette différence, vous l'avez peut-être ressentie dès l'enfance.
vos réactions émotionnelles étaient décalées par rapport à celles de votre entourage. Ce qui vous touchait profondément laissait les autres indifférents. Ce qui les passionnait vous semblait superficiel. Vos rythmes intérieurs ne correspondaient pas au rythme collectif. Certains d'entre vous ont développé une hypersensibilité que personne ne comprenait. Vous captiez les non-dits, les tensions invisibles, les courants émotionnels sous-jacents. Cette sensibilité était votre don, mais aussi votre fardeau, car le monde ne savait pas quoi en faire. D'autres ont découvert en eux une force intérieure brute, une capacité à endurer que leur entourage admirait mais ne comprenait pas. On vous voyait comme fort, autonome, indestructible, mais personne ne percevait le prix que vous payiez pour maintenir cette façade. D'autres encore portaient en eux une rébellion inexplicable, un refus instinctif des normes, des structures, des attentes sociales. Non par provocation, mais par nécessité existentielle. Vous ne pouviez simplement pas être qui on attendait que vous soyez. Cette sensation d'étrangeté n'est ni un défaut, ni une pathologie. C'est le signe que votre psyché porte une empreinte spécifique, une signature archétypale qui vous distingue. Et cette signature, selon l'approche symbolique que nous explorons, trouve un écho dans votre biologie, dans la composition même de votre sang. Carl Jung parlait de l'inconscient collectif, comme d'un océan profond partagé par toute l'humanité. Dans cet océan vivent des forces archétypales universelles, le héros, le sage, l'innocent, le rebelle, le créateur. Ces archétypes ne sont pas de simples métaphores. Ils sont des structures vivantes de la psyché qui influencent nos comportements, nos choix, nos relations. Mais si ces archétypes sont universels, leur expression est unique chez chaque individu. Votre histoire personnelle, votre famille, votre culture, mais aussi votre constitution biologique, tout cela colore la manière dont ces forces s'incarnent en vous. Et si votre groupe sanguin était l'un des facteurs biologiques qui influencent l'expression de votre archétype dominant, non pas de manière déterministe, mais comme une prédisposition, une tendance, une tonalité de base sur laquelle se construit la symphonie de votre personnalité. Cette idée peut sembler étrange à notre mentalité moderne qui sépare radicalement le corps et l'esprit. Mais les anciennes traditions, et Jung avec elles, savaient que cette séparation est artificielle. Nous sommes des êtres unifiés. Notre psyché habite notre corps. Notre biologie influence notre psychologie. Et notre sang, ce fluide vital qui touche chaque cellule de notre être, ne peut qu'être partie prenante de cette unité. Dans un monde qui valorise la conformité, il est difficile d'assumer sa différence. On nous apprend à nous adapter, à nous fondre dans le moule, à taire nos particularités. Mais cette différence que vous portez n'est pas une erreur de la nature. Elle pourrait être précisément le signe que votre existence a un sens unique à accomplir. Votre sang porte une mémoire, pas seulement génétique mais symbolique, une mémoire de survie, d'adaptation, d'évolution. Et cette mémoire parle un langage que votre conscient ne comprend pas toujours, mais que votre inconscient reconnaît intimement. Ce langage oublié, nous allons maintenant commencer à le traduire. En explorant ce que Jung aurait pu dire de votre sang, nous ouvrons une porte vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment. Jung et le symbolisme du sang. Carl Jung n'était pas un médecin ordinaire. Il ne soignait pas les symptômes. Il explorait les profondeurs de l'âme humaine.
Et dans son exploration, il comprenait une vérité fondamentale. Tout ce qui existe dans le monde visible possède une dimension symbolique invisible. Pour Jung, le sang n'était pas qu'un liquide transportant l'oxygène. C'était un archétype primordial, un symbole universel chargé de signification psychique et spirituelle. Dans toutes les cultures, à toutes les époques, le sang a toujours été considéré comme sacré, mystérieux, puissant. Regardez les traditions anciennes. Dans les rituels chamaniques, le sang servait à sceller les pactes avec les esprits, à marquer les passages initiatiques, à transférer le pouvoir. Les chamans comprenaient que le sang était le véhicule de la force vitale, le lien entre le visible et l'invisible, entre le corps et l'esprit. Dans l'alchimie, que Jung étudia intensément, le sang représentait la prima materia, la substance primordiale qui devait être transformée pour atteindre l'or philosophal. Les alchimistes ne parlaient pas seulement de chimie, ils parlaient de transformation psychique. Le sang symbolisait la matière brute de l'âme qui devait être purifiée, distillée, sublimée. Dans les traditions spirituelles du monde entier, on parle de lignée de sang, car le sang vous relie à vos ancêtres, à leurs forces, leurs blessures, leurs dons non accomplis. Les thérapeutes contemporains qui travaillent avec les constellations familiales reconnaissent cette vérité. Nous portons en nous les mémoires de notre lignée, et ces mémoires influencent nos vies de manière souvent inconsciente. Jung disait « Nous ne sommes pas nés aujourd'hui, nous sommes nés avec toute une histoire. Et cette histoire, le sang en est le porteur silencieux. Chaque goutte de sang qui circule en vous contient des informations qui remontent à des générations, des siècles, des millénaires. » Mais Jung allait plus loin. Il comprenait que nos héritages biologiques ne sont jamais neutres psychologiquement. Chaque caractéristique physique que nous portons résonne dans notre psyché, influence notre image de nous-mêmes, nos relations, notre place dans le monde. Si vous avez les yeux d'un parent que vous n'avez pas connu, cela peut créer une connexion invisible avec cette personne. Si vous avez hérité de la constitution robuste de vos ancêtres paysans, cela peut influencer votre rapport au travail, à l'effort, à l'endurance. Rien n'est anodin. Et le sang, ce fluide qui touche littéralement chaque partie de votre corps, à chaque instant, qui vous maintient en vie depuis votre conception jusqu'à votre dernier souffle, comment pourrait-il ne pas porter une signification psychique profonde? Les groupes sanguins, tels que nous les connaissons aujourd'hui, ont été découverts relativement récemment dans l'histoire humaine. Mais leur existence remonte à l'aube de notre espèce. Chaque groupe sanguin s'est développé dans un contexte évolutif spécifique, en réponse à des défis environnementaux particuliers. Le groupe O, le plus ancien, est apparu chez les premiers chasseurs-cueilleurs. C'est le sang de ceux qui devaient survivre dans un environnement hostile, chasser, se défendre contre les prédateurs, protéger la tribu. Le groupe A est apparu plus tard, avec l'avènement de l'agriculture et des premières sociétés sédentaires. C'est le sang de ceux qui ont quitté la vie nomade pour construire des villages, cultiver la terre, établir des systèmes sociaux stables. Le groupe B se serait développé parmi les peuples nomades de l'Asie centrale, des populations en mouvement constant, en contact avec des environnements variés, adaptables et créatifs. Le groupe AB, le plus rare et le plus récent, est né de la rencontre entre les populations porteuses du groupe A et celles porteuses du groupe B.
C'est littéralement le sang du métissage, de l'union des contraires. Ces contextes évolutifs ont laissé des traces, non seulement dans la composition biochimique du sang, mais aussi, selon notre approche symbolique, dans la constitution psychique de ceux qui portent ces sangs différents. Chaque groupe sanguin représente une stratégie de survie différente, une manière spécifique d'interagir avec le monde, de répondre aux menaces, de créer des liens, de transmettre la vie. Et ces stratégies, inscrites dans la biologie, résonnent dans la psychologie. Jung aurait reconnu là un exemple parfait de ce qu'il appelait la synchronicité, cette correspondance significative entre les événements intérieurs et extérieurs, entre le physique et le psychique, entre le biologique et le symbolique. Votre groupe sanguin n'est pas un accident, c'est un héritage. Et comme tous les héritages, il porte à la fois des dons et des défis, des forces et des ombres, des potentiels et des pièges. Dans les chapitres suivants, nous allons explorer en profondeur chaque groupe sanguin, non pour vous enfermer dans une catégorie, mais pour vous offrir un miroir symbolique, un outil de compréhension de vous-même. Car se connaître, disait Jung, c'est le début de la guérison. Le groupe O, le guerrier primordial. Commençons par le plus ancien, le plus répandu, le groupe O. Il y a quelque chose de puissant et de primitif dans ce sang. Une force brute qui semble venir d'avant la civilisation, d'avant les lois sociales, d'un temps où la survie dépendait uniquement de l'instinct, de la volonté et du courage. Le groupe O est le sang des premiers humains, de ceux qui ont survécu aux conditions les plus extrêmes que notre planète ait connues. Des chasseurs qui traquaient le gibier sur des milliers de kilomètres, des combattants qui défendaient leur clan contre les prédateurs et les tribus rivales, des leaders qui devaient prendre des décisions instantanées dont dépendaient des vies. Cette mémoire ancestrale n'a pas disparu. Elle vit toujours dans ceux qui portent le groupe O. Pas de manière littérale, bien sûr, mais symboliquement, archétypalement. C'est une signature énergétique, une prédisposition psychique. Psychologiquement, les personnes du groupe O portent souvent l'archétype du guerrier. Non pas nécessairement au sens militaire, mais au sens jungien. Celui ou celle qui entre dans l'arène de la vie avec une détermination féroce, une volonté de conquérir, de protéger, de transformer. Cette énergie guerrière se manifeste de multiples façons. Cela peut être le chef d'entreprise qui construit son empire avec une détermination implacable. La mère qui défend ses enfants avec une férocité absolue. L'athlète qui repousse ses limites jusqu'à l'extrême. L'activiste qui se bat pour une cause avec une passion dévorante. Mais sous cette apparence de force se cache souvent une profonde solitude. Car le guerrier ne peut montrer sa faiblesse. Il doit rester fort pour les autres. Il doit tenir la ligne, même quand il s'effondre intérieurement. Cette pression constante crée une tension psychique intense. Le groupe O a tendance à porter le monde sur ses épaules. Il se sent responsable, même quand ce n'est pas son rôle. Il intervient, il protège, il sauve. Mais qui protège le protecteur? Qui sauve le sauveur? Cette question, le groupe O la fuit souvent, car y répondre signifierait admettre sa vulnérabilité. Et la vulnérabilité semble être le contraire de la force. Mais Jung nous enseigne que cette logique est fausse. La véritable force ne vient pas du déni de la vulnérabilité, mais de son intégration consciente. Le héros qui refuse de reconnaître ses faiblesses finit toujours par être vaincu par elles. C'est ce que Jung appelait l'ombre du héros.
Le guerrier qui combat toutes les batailles finit par devenir prisonnier de la guerre. Il ne sait plus vivre sans conflit. Il crée des ennemis là où il n'y en a pas. Il transforme chaque situation en combat, chaque relation en rapport de force. Dans les relations amoureuses, le groupe O peut être magnétique. Sa présence est forte, son charisme indéniable, sa capacité de protection rassurante. Mais il peut aussi devenir dominateur, contrôlant, incapable de lâcher prise. Car lâcher prise signifie perdre le contrôle. Et perdre le contrôle réveille des peurs ancestrales de mort, d'annihilation. Le groupe O a souvent peur de l'intimité véritable, car l'intimité exige la vulnérabilité. Alors il crée des relations où il reste en position de force, le protecteur et le protégé, le fort et le faible, le leader et le suiveur. Mais ces dynamiques, bien que sécurisantes, l'empêchent d'accéder à une connexion authentique d'égal à égal. Sa colère est également un aspect important de son ombre. Le groupe O ressent souvent une rage intense, parfois disproportionnée par rapport aux situations. Cette colère vient de frustrations accumulées, de besoins non exprimés, de limites non respectées. Mais au lieu de comprendre le message de cette colère, il la réprime ou l'explose de manière destructrice. Jung disait que la colère non consciente devient destructrice. Mais la colère consciente devient transformatrice. Pour le groupe O, apprendre à ressentir sa colère sans la craindre, à l'exprimer de manière constructive, à l'utiliser comme une boussole vers ses vrais besoins, voilà une clé essentielle de transformation. La leçon profonde du groupe O est d'apprendre que la véritable puissance ne réside pas dans la domination, mais dans l'authenticité. Que protéger les autres commence par se protéger soi-même. Que diriger ne signifie pas contrôler, mais inspirer. Que la force ultime est celle qui peut accueillir la douceur sans se sentir menacé. Quand le groupe O commence ce travail d'intégration, quelque chose de remarquable se produit. Le guerrier solitaire devient un leader sage. La force brute devient puissance tranquille. L'instinct de combat devient discernement. Le besoin de dominer devient capacité d'empouvoirer les autres. Le groupe O découvre alors qu'il n'a pas besoin de porter le monde sur ses épaules pour avoir de la valeur, que sa présence même, sans les masques du guerrier, est suffisante, que la vulnérabilité partagée crée des liens plus profonds que la force exhibée. C'est alors qu'il accède à son véritable potentiel, devenir non plus le guerrier qui combat, mais le guérisseur qui transforme. Non plus celui qui impose sa force, mais celui qui inspire par son intégrité. Le groupe O accompli n'est plus en guerre avec le monde. Il est en paix avec lui-même, et de cette paix intérieure émerge une force authentique qui ne cherche plus à prouver quoi que ce soit. Le groupe A, le gardien de l'ordre. Observons maintenant le groupe A, diamétralement différent du groupe O dans son expression, mais tout aussi profond dans ses complexités. Là où le groupe O est instinct et action, le groupe A est réflexion et structure. Là où l'un fonce, l'autre planifie. Là où l'un combat, l'autre organise. Le groupe A est apparu avec l'avènement de l'agriculture, il y a environ 10 000 ans. C'est un moment crucial dans l'histoire humaine où nos ancêtres ont quitté la vie nomade des chasseurs-cueilleurs pour s'installer, cultiver la terre, construire des villages permanents. Cette transformation ne fut pas qu'économique ou sociale. Elle fut profondément psychologique. Car la vie sédentaire exige des qualités différentes de la vie nomade. Il faut planifier les semailles et les récoltes.
Il faut stocker les ressources pour l'hiver. Il faut établir des règles communes pour vivre ensemble. Il faut anticiper, organiser, préserver. Cette mémoire collective de l'ordre, de la structure, de l'anticipation est inscrite symboliquement dans le groupe A. C'est le sang de ceux qui ont construit la civilisation telle que nous la connaissons, avec ses lois, ses institutions, ses traditions. Psychologiquement, les personnes du groupe A portent souvent l'archétype du gardien. Le gardien de l'ordre, des valeurs, des traditions, de la stabilité. Ce sont eux qui tiennent les structures debout, qui maintiennent la cohésion sociale, qui assurent la continuité. Dans une famille, c'est souvent le groupe A qui se souvient des anniversaires, qui organise les réunions, qui maintient les liens. Dans une entreprise, c'est lui qui crée les systèmes, qui assure le suivi, qui vérifie que tout fonctionne correctement. Dans une société, ce sont les gardiens des lois, des procédures, de l'équité. Cette capacité d'organisation est une force immense. Le monde a besoin de gardiens. Mais comme tous les archétypes, celui-ci possède également une ombre, et cette ombre peut être écrasante, car le gardien porte un fardeau invisible, la responsabilité. Le groupe A se sent responsable de tout et de tous. Il anticipe les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Il s'inquiète pour ceux qu'il aime. Il vérifie et revérifie. Il ne peut se détendre complètement, car son esprit cherche constamment ce qui pourrait mal tourner. Cette anxiété chronique n'est pas une faiblesse de caractère. C'est la manifestation d'un archétype qui a évolué dans un contexte où l'anticipation était une question de survie. Si tu ne planifies pas les récoltes, ta communauté meurt de faim l'hiver suivant. Cette pression ancestrale vit toujours dans la psyché du groupe A. Jung parlait du conflit entre le moi social et le soi authentique. Le moi social est la personnalité que nous construisons pour être acceptés, pour correspondre aux attentes, pour fonctionner dans la société. Le soi authentique est notre nature profonde, nos vrais besoins, nos désirs réels. Pour le groupe A, ce conflit est particulièrement intense, car tout son archétype pousse vers le moi social, être responsable, fiable, correct, à la hauteur. Mais le soi authentique murmure autre chose, le besoin de spontanéité, de liberté, d'expression émotionnelle sans filtre. Cette tension crée souvent une vie en apparence parfaitement maîtrisée, mais intérieurement traversée par des tempêtes silencieuses. Le groupe A sourit quand il souffre. Il dit « ça va » quand tout s'effondre. Il porte ses fardeaux seul, car demander de l'aide signifierait admettre qu'il n'est pas à la hauteur de son rôle de gardien. Le perfectionnisme est une autre manifestation classique de l'ombre du groupe A. Rien n'est jamais assez bien. Il revoit ses emails 10 fois. Il s'inquiète d'avoir dit quelque chose d'inapproprié dans une conversation d'il y a 3 jours. Il se juge sévèrement pour des erreurs que personne d'autre n'a remarquées. Ce perfectionnisme vient de la croyance profonde que sa valeur dépend de sa performance, que s'il ne fait pas les choses correctement, il sera rejeté, abandonné, considéré comme inutile. Cette croyance est rarement consciente, mais elle gouverne une grande partie de ses comportements. Dans les relations, le groupe A est souvent loyal, stable, dévoué. C'est le partenaire sur qui on peut compter, qui sera là dans les moments difficiles, qui tiendra ses engagements. Mais il peut aussi devenir étouffant, contrôlant, rigide. Car le gardien a besoin d'ordre, et les émotions sont désordonnées.
L'amour est imprévisible. La passion est chaotique. Alors le groupe A tente souvent de structurer même l'amour, de le rendre sûr, prévisible, contrôlable. Mais l'amour authentique résiste à ces tentatives de domestication. Le groupe A craint l'abandon. Alors, il essaie d'être indispensable. Il donne trop, fait trop, se sacrifie trop. Mais cette dynamique crée du ressentiment. Car il donne sans demander, puis s'attend à ce que l'autre devine ses besoins non exprimés. Quand cela ne se produit pas, il se sent incompris, non apprécié, seul, malgré le don de lui-même. La colère du groupe A est particulièrement toxique car elle est réprimée. Contrairement au groupe O qui explose, le groupe A contient, jusqu'à ce que la pression devienne insoutenable. Alors il implose en dépression, ou explose de manière disproportionnée sur des détails mineurs. Jung nous enseignerait que cette colère contient un message crucial, les limites qui n'ont pas été respectées, y compris par soi-même. La colère dit « Arrête de porter ce qui n'est pas à toi de porter. Arrête de sacrifier tes besoins pour ceux des autres. Arrête de te trahir pour être aimé. » La leçon profonde du groupe A est d'apprendre le lâcher-prise. Non pas l'abandon de toute responsabilité, mais la compréhension que l'ordre véritable ne vient pas du contrôle, mais de la confiance. Que la vie possède sa propre intelligence, sa propre organisation, et qu'il n'est pas nécessaire de tout gérer pour que les choses fonctionnent. Quand le groupe A commence à honorer ses propres besoins sans culpabilité, quelque chose de miraculeux se produit. L'anxiété diminue, les relations deviennent plus authentiques, la créativité émerge, car toute l'énergie qui était investie dans le contrôle devient disponible pour la vie elle-même. Le groupe A découvre alors qu'il peut être gardien de sens plutôt que gardien d'ordre, qu'il peut préserver ce qui est essentiel sans s'épuiser à contrôler ce qui est secondaire, que sa véritable mission n'est pas de tenir le monde debout à la force de sa volonté, mais de créer des espaces où la vie peut s'épanouir naturellement. Le groupe B, le créateur nomade. Et maintenant, explorons le groupe B, peut-être le plus mystérieux, le plus incompris des 4 groupes sanguins. Il y a dans le groupe B une qualité insaisissable, une énergie qui refuse d'être domestiquée, une âme qui semble appartenir à d'autres dimensions. Historiquement, le groupe B serait apparu parmi les peuples nomades de l'Asie centrale, des populations qui vivaient en mouvement constant, traversant des territoires vastes et variés, en contact avec des environnements changeants, des cultures diverses, des défis imprévisibles. Cette vie nomade exigeait une adaptabilité exceptionnelle. Il fallait pouvoir lire les signes de la nature, sentir les changements de temps, comprendre les dynamiques invisibles. Il fallait être créatif dans les solutions, intuitif dans les décisions, flexible dans les stratégies. Cette mémoire nomade vit dans la psyché du groupe B. C'est le sang de ceux qui ne peuvent rester en place, non par instabilité, mais par nécessité d'exploration. De ceux qui perçoivent des dimensions que d'autres ne voient pas. De ceux qui créent, rêvent, imaginent. L'archétype dominant du groupe B est le créateur errant. Le poète qui voyage de ville en ville. L'artiste qui ne peut créer que dans la liberté absolue. Le mystique qui cherche la vérité au-delà des dogmes établis. Le visionnaire qui voit des possibilités que personne d'autre n'aperçoit. Cette énergie créative est une bénédiction immense. Le groupe B
apportent au monde de la beauté, de l'innovation, des perspectives nouvelles. Ce sont eux qui remettent en question le statu quo, qui explorent de nouvelles voies, qui repoussent les frontières de ce qui est possible. Mais cette liberté a un prix. Car le monde dans lequel nous vivons valorise la stabilité, la prévisibilité, la conformité. Le système éducatif récompense ceux qui suivent les règles. Le monde du travail favorise ceux qui s'adaptent aux structures existantes. La société attend que nous nous installions, que nous construisions, que nous restions. Et le groupe B ressent tout cela comme une prison. Les horaires fixes l'étouffent, les routines le vident, les obligations sociales lui pèsent, non par paresse ou irresponsabilité, mais parce que son âme a besoin de mouvement, de spontanéité, d'espace pour respirer. Cette tension crée souvent un sentiment profond d'inadéquation. Le groupe B se demande « Pourquoi est-ce si difficile pour moi de faire ce que tout le monde fait naturellement? Pourquoi je ne peux pas simplement me contenter d'une vie normale ?» Jung répondrait que cette difficulté n'est pas un défaut, mais un signal. Le signal que votre âme vous appelle vers un autre chemin, que votre nature profonde exige d'être honorée, que votre mission dans cette vie n'est pas de vous conformer, mais de créer quelque chose d'unique. Le processus d'individuation, ce chemin de l'âme vers sa totalité, prend pour le groupe B la forme d'une errance nécessaire. Non pas une fuite, mais une quête, une exploration des territoires extérieurs, qui reflète une exploration des territoires intérieurs. Dans les relations, cette dynamique devient particulièrement complexe. Le groupe B désire profondément la connexion, l'intimité, l'amour. Mais il craint tout autant d'être enfermé, possédé, contrôlé. Alors, il oscille entre des moments d'ouverture totale, de fusion émotionnelle intense, et des moments de retrait soudain, de besoin d'espace, de fuite. Ce comportement est souvent perçu par les partenaires comme de l'instabilité, de l'immaturité, de la peur de l'engagement. Mais en réalité, c'est l'expression d'un conflit archétypal profond, le désir d'appartenance versus le besoin de liberté. Et pour le groupe B, ces deux besoins sont également essentiels. Le groupe B attire souvent des partenaires qui veulent le stabiliser, le sauver de son errance, lui offrir un foyer. Mais ces tentatives se heurtent à une résistance féroce, car le groupe B sent instinctivement que cette stabilisation équivaudrait à une mort symbolique de son essence. Sa créativité également peut devenir une forme de fuite. Au lieu d'affronter les difficultés émotionnelles, il se réfugie dans ses mondes intérieurs, dans ses projets, dans ses rêves. Il crée des univers magnifiques dans son imagination, mais peine à incarner ses visions dans la réalité concrète. Cette tendance à la fuite peut se manifester de multiples façons. Le changement constant de projet, sans jamais rien terminer, les déménagements fréquents, les relations brèves mais intenses, l'évitement des confrontations nécessaires, la spiritualité utilisée comme échappatoire, plutôt que comme outil de transformation. Jung parlait de l'intégration de l'ombre, comme du chemin vers la totalité. Pour le groupe B, l'ombre contient souvent tout ce qui est dense, structuré, ancré. Il a projeté sur le monde matériel une image de prison, alors que la matière pourrait être le terrain où ses visions prennent forme. La leçon profonde du groupe B est d'apprendre que la liberté authentique ne vient pas de l'absence d'engagement, mais de la capacité à s'engager consciemment.
que l'ancrage n'est pas une prison, mais une fondation, que créer des ponts entre son monde intérieur et le monde extérieur enrichit les deux. Quand le groupe B commence à accepter que son unicité est une offrande et non une faute, tout change. Il cesse de s'excuser d'être différent. Il assume pleinement sa nature créative, intuitive, exploratrice. Mais il apprend aussi à terminer ce qu'il commence, à honorer ses engagements, à construire des structures souples qui soutiennent sa créativité au lieu de l'entraver. Le groupe B découvre alors qu'il peut être à la fois libre et engagé, créatif et responsable, rêveur et ancré. Il devient le messager entre les mondes, celui qui ramène des trésors de l'invisible pour les offrir au visible. Son errance cesse d'être une fuite pour devenir une quête sacrée. Et dans cette transformation, il trouve enfin sa place, non pas en se conformant au monde, mais en créant un monde où son unicité peut s'épanouir. Le groupe AB, l'alchimiste des contradictions. Nous arrivons maintenant au plus rare, au plus complexe, au plus mystérieux des groupes sanguins, le groupe AB. Si vous portez ce sang, vous savez déjà ce que signifie vivre avec un cœur divisé, une âme qui contient des univers contradictoires, une identité qui refuse de se laisser définir simplement. Le groupe AB est né de la rencontre entre le groupe A et le groupe B. Sur le plan biologique, c'est une combinaison unique. Sur le plan symbolique, c'est l'incarnation du paradoxe vivant. Le groupe AB contient en lui les deux énergies opposées, l'ordre et la liberté, la structure et la spontanéité, la raison et l'intuition, le besoin d'appartenance et le désir de solitude. Cette union des contraires n'est pas une simple addition, c'est une alchimie, une fusion qui crée quelque chose d'entièrement nouveau. Le groupe AB n'est ni A ni B, et pourtant il est les deux simultanément. Cette dualité est sa malédiction et sa bénédiction. Psychologiquement, les personnes AB vivent souvent une tension intérieure constante. Un jour, elles sont organisées, rationnelles, structurées comme le groupe A. Le lendemain, elles sont créatives, impulsives, intuitives comme le groupe B. Cette alternance peut être déroutante, non seulement pour leur entourage, mais surtout pour elles-mêmes. Qui suis-je vraiment? Cette question hante souvent le groupe AB, car à l'intérieur, c'est souvent la guerre. Une partie d'eux veut la stabilité, l'autre la liberté. Une partie cherche le contrôle, l'autre lâche prise. Une partie analyse tout, l'autre ressent tout. Et au milieu de ces voix contradictoires, le silence, l'indécision, la confusion identitaire. Jung disait que le but ultime de la vie n'est pas d'éliminer les contradictions, mais de les contenir consciemment, de trouver ce qu'il appelait le centre stable au milieu du chaos, de devenir capable de tenir les tensions opposées, sans être déchiré par elles. Et c'est précisément là tout le chemin du groupe AB. Son archétype est celui de l'alchimiste, celui ou celle qui doit transformer le plomb de la contradiction en or de la conscience intégrée. Mais ce travail alchimique est l'un des plus difficiles qui soit, car avant de pouvoir intégrer les contraires, il faut d'abord les reconnaître, les accepter, les honorer tous les deux. Le groupe AB a souvent tendance à vouloir choisir un camp, à se définir comme soit A, soit B, pour échapper à l'inconfort de la contradiction. Mais cette tentative est vouée à l'échec, car elle nie une partie essentielle de son être. Certains groupes AB développent une personnalité A dominante. Ils deviennent hyper contrôlés, organisés, rationnels.
mais leur partie B réprimée les hante à travers des impulsions soudaines, des rêves étranges, des désirs qu'ils ne comprennent pas. D'autres développent une personnalité B dominante. Ils embrassent la créativité, l'intuition, la liberté. Mais leur partie A réprimée les rattrape à travers l'anxiété, le besoin de sécurité, la culpabilité de ne pas être assez responsable. Dans les deux cas, la moitié refoulée devient l'ombre qui sabote la vie consciente. Jung enseignait que ce qui n'est pas conscient se manifeste comme destin. Et pour le groupe AB, ignorer sa dualité mène inévitablement à des crises identitaires, des effondrements, des moments où la personnalité qu'ils ont construite se fissure pour révéler ce qu'ils ont tenté de cacher. Dans les relations, le groupe AB est particulièrement complexe. Il a un besoin profond de connexion émotionnelle, d'intimité, de fusion. Mais simultanément, il a besoin d'espace, de distance, de protection de son monde intérieur. Ces deux besoins apparemment contradictoires créent une danse relationnelle difficile. Le partenaire du groupe AB ne sait souvent pas où il en est. Un moment, le groupe AB est totalement présent, ouvert, vulnérable. Le moment suivant, il se referme brutalement, devient distant, inaccessible. Cette alternance n'est pas une manipulation, c'est l'expression d'un conflit intérieur authentique. Le groupe AB ressent tout avec une intensité remarquable. Il capte les subtilités émotionnelles que d'autres manquent. Il comprend les paradoxes humains. Il voit les nuances là où d'autres voient du noir et blanc. Cette sensibilité est un don, mais elle peut aussi être écrasante. Pour se protéger de cette surcharge émotionnelle, le groupe AB développe souvent un masque de contrôle. Il paraît équilibré, maître de lui, serein. Mais sous ce masque, c'est souvent le chaos. Des émotions contradictoires qui se heurtent, des désirs opposés qui se neutralisent, des peurs qui se combattent. Le risque pour le groupe AB est de devenir insaisissable, non seulement pour les autres, mais pour lui-même. De se perdre dans ses contradictions, de devenir un caméléon qui change de couleur selon les situations, mais qui ne sait plus quelle est sa vraie couleur. Jung parlait du soi comme de la totalité qui contient tous les opposés. Le soi n'est pas la personnalité consciente, ce petit moi qui se croit séparé. Le soi est cette réalité plus vaste qui englobe conscient et inconscient, lumière et ombre, masculin et féminin, ordre et chaos. Pour le groupe AB, le chemin de l'individuation consiste à découvrir ce soi intégrateur, à cesser de vouloir être cohérent à tout prix, à accepter que sa richesse vient précisément de sa complexité, à comprendre que la contradiction n'est pas un problème à résoudre, mais une dynamique à honorer. Quand le groupe AB commence à embrasser pleinement ces paradoxes, une transformation remarquable se produit. Il cesse de se fragmenter pour plaire aux autres ou se conformer aux attentes. Il devient un pont vivant entre des mondes apparemment opposés. Le groupe AB intégré possède une capacité unique de compréhension des autres, car il contient en lui les différentes polarités humaines. Il peut se connecter authentiquement avec des personnalités très diverses. Il comprend le besoin de structure du groupe A et le besoin de liberté du groupe B. Il peut être à la fois rationnel et intuitif, stable et spontané, selon ce que la situation demande. Cette flexibilité consciente est très différente de l'instabilité inconsciente. C'est une maîtrise de la danse entre les opposés, une capacité à naviguer entre les polarités sans être emporté par elles.
Le groupe AB découvre alors que sa mission n'est pas de choisir entre A et B, mais de devenir AB dans sa plénitude, l'union vivante du clair et de l'obscur, du connu et de l'inconnu, du manifesté et du potentiel. Il devient l'alchimiste qui transforme la contradiction en créativité, le conflit en compassion, la dualité en sagesse. Les danses relationnelles, l'amour selon votre sang. L'amour est probablement le territoire où nos archétypes se révèlent avec le plus d'intensité. Car dans l'intimité, nous ne pouvons maintenir les masques très longtemps. Nos besoins profonds, nos peurs enfouies, nos blessures non guéries, tout remonte à la surface. Et si votre groupe sanguin influençait non seulement votre manière d'aimer, mais aussi les types de relations que vous attirez, les schémas que vous répétez, les crises que vous traversez, explorons maintenant les signatures relationnelles de chaque groupe sanguin, non pour vous enfermer dans des catégories, mais pour vous offrir une grille de lecture, un outil de compréhension de vos patterns amoureux. Le groupe O entre dans l'amour comme il entre dans la vie, avec intensité, passion, détermination. Quand le groupe O aime, il aime totalement. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est tout ou rien. Cette intensité peut être magnétique, enivrante, transformatrice. Mais sous cette passion se cache souvent une dynamique de pouvoir. Le groupe O a besoin de sentir qu'il garde un certain contrôle, une certaine force dans la relation. Non pas nécessairement de manière consciente ou malveillante, mais instinctivement. Car lâcher complètement le contrôle réveille en lui des peurs archaïques de vulnérabilité, de faiblesse, de mort symbolique. Le groupe O cherche souvent inconsciemment des partenaires qu'il peut protéger, guider, sauver. Cette dynamique lui permet de rester dans sa position de force tout en exprimant son amour. Mais elle crée des déséquilibres. Le partenaire du groupe O peut se sentir étouffé, infantilisé, diminué. Quand le groupe O se sent trahi, dévalorisé ou abandonné, sa réaction peut être brutale. Il peut devenir distant, froid, voire cruel. C'est sa manière de se protéger, de reprendre le contrôle, de ne pas montrer à quel point il est blessé. Mais cette réaction éloigne précisément ce dont il a besoin. La connexion, la compréhension, l'amour. Ce que le groupe O cherche vraiment dans l'amour, même s'il ne peut l'exprimer, c'est quelqu'un qui voit sa vulnérabilité cachée sans la juger, qui comprend que sous le guerrier se cache un cœur tendre, qui peut recevoir sa protection sans devenir dépendant, qui peut lui offrir un espace sûr où il n'a pas besoin d'être fort tout le temps. Le groupe A, lui, aime avec précaution. L'amour pour lui est une chose sérieuse, qui doit être construite soigneusement, pierre par pierre. Il n'aime pas l'imprévisibilité, le chaos émotionnel, les montagnes russes passionnelles. Il cherche la stabilité, la sécurité, la prévisibilité. Au début d'une relation, le groupe A peut sembler froid, distant, trop cérébral. Mais ce n'est pas qu'il ne ressent pas, c'est qu'il a peur. Peur de perdre le contrôle en aimant. Peur d'être abandonné s'il se donne complètement. Peur du chaos émotionnel qu'une relation peut déclencher. Alors il avance lentement, prudemment. Il observe, il évalue, il construit. Il a besoin de repères clairs, d'engagements explicites, de routines rassurantes. Une fois qu'il se sent en sécurité, il peut devenir le partenaire le plus dévoué, le plus loyal, le plus stable qui soit. Mais cette dévotion a un prix. Le groupe A a tendance à trop donner, trop faire, trop s'oublier. Il anticipe les besoins de l'autre, il organise, il gère, il prend soin.
mais il oublie de prendre soin de lui-même. Il oublie d'exprimer ses propres besoins. Il s'attend à ce que l'autre devine ce qu'il ne dit pas. Cette dynamique crée du ressentiment. Le groupe A se sent non apprécié, non reconnu, pris pour acquis. Mais comme il a du mal à exprimer directement ses besoins, il le fait de manière passive-agressive. Les reproches subtils, les silences lourds, les martyrs silencieux. Dans le conflit, le groupe A évite autant que possible la confrontation directe. Il préfère le non-dit, le maintien de l'harmonie apparente, même si cela signifie étouffer ses vrais sentiments. Mais ces émotions refoulées finissent par exploser, souvent de manière disproportionnée, sur des détails mineurs. Ce que le groupe A espère vraiment dans l'amour, c'est un partenaire qui lui permette de respirer, qui lui donne la permission d'être imparfait, de lâcher prise, de ne pas tout contrôler, qui valorise ce qu'il est, pas seulement ce qu'il fait, qui crée un espace où il peut enfin se détendre, se reposer, être simplement. Le groupe B aime comme il rêve, sans frontières, sans limites, sans règles. Quand le groupe B tombe amoureux, c'est une fusion totale, une connexion d'âme à âme, une rencontre qui semble transcender le temps et l'espace. L'amour pour lui n'est pas une construction sociale, c'est une expérience mystique. Le groupe B est attiré par les êtres singuliers, mystérieux, profonds, libres. Il cherche quelqu'un qui peut comprendre ses mondes intérieurs, qui peut voyager avec lui dans les dimensions invisibles, qui ne le jugera pas pour sa différence. Au début, la relation avec un groupe B peut sembler magique. Il est totalement présent, intensément connecté, créatif dans son expression de l'amour. Mais dès que la relation devient trop structurée, trop routinière, trop prévisible, quelque chose en lui commence à étouffer. Le groupe B est allergique à la routine. Il a besoin d'espace, de nouveautés, de surprises. Non pas parce qu'il s'ennuie facilement, mais parce que son âme a besoin de mouvement pour respirer. Quand il sent que la relation devient une cage, même dorée, son instinct de fuite s'active. Cette fuite peut prendre différentes formes. Parfois, c'est physique. Il disparaît. Il a besoin de temps seul. Il voyage. Parfois, c'est émotionnel. Il se referme. Il devient distant, inaccessible. Parfois, c'est mental. Il est physiquement présent, mais son esprit est ailleurs, dans ses créations, ses rêves, ses mondes intérieurs. Cette dynamique est particulièrement difficile pour les partenaires qui ont besoin de sécurité et de constance. Ils ne comprennent pas ces besoins d'espace soudains. Ils les interprètent comme du rejet, de l'abandon, un manque d'amour. Mais pour le groupe B, ce besoin d'espace n'est pas contre l'autre, c'est pour lui-même. Le groupe B souffre souvent de solitude malgré ses fuites, car il désire profondément la connexion, mais il craint l'enfermement. Il veut être vu dans sa totalité, mais il a peur d'être possédé. Il cherche l'union, mais il fuit la fusion. Ce que le groupe B attend vraiment dans l'amour, c'est un partenaire qui respecte son besoin de liberté, sans l'interpréter comme un rejet, qui peut créer une relation suffisamment souple pour accueillir son mouvement naturel, qui comprend que son amour n'est pas moins profond parce qu'il a besoin d'espace, qui peut être stable sans être rigide, présent sans être étouffant. Le groupe AB, enfin, aime dans la complexité. Il a besoin de proximité émotionnelle intense et de distance protectrice simultanément. Cette contradiction apparente rend ces relations particulièrement compliquées. Le groupe AB ressent tout avec une intensité remarquable. Quand il aime,
Il aime profondément, totalement, avec chaque fibre de son être. Mais il se referme aussi brutalement s'il sent que son équilibre intérieur fragile est menacé. Il est à la fois passionné et contrôlé, généreux et méfiant, ouvert et fermé. Cette alternance peut être déroutante pour le partenaire qui ne sait jamais vraiment à quoi s'attendre. Un jour, le groupe AB est complètement disponible. Le lendemain, il est dans sa bulle inaccessible. Le groupe AB a souvent peur de se perdre dans l'amour, car sa frontière identitaire est déjà floue, ses limites internes déjà incertaines. Alors la fusion avec l'autre peut sembler menacer son intégrité fragile. Il a besoin d'amour, mais craint d'être dissous par lui. Cette peur le conduit souvent à créer une distance même dans la proximité. Il partage beaucoup, mais garde l'essentiel caché. Il montre certaines facettes, mais protège d'autres farouchement. Il laisse entrer l'autre jusqu'à un certain point, puis ferme la porte. Ce que le groupe AB cherche au fond dans l'amour, c'est une relation où il peut être tout ce qu'il est, sans avoir à se fragmenter, où ses contradictions sont acceptées, ses complexités célébrées, ses paradoxes honorés, où il n'a pas besoin de choisir entre proximité et distance, mais peut naviguer entre les deux selon ses besoins. Jung disait que l'amour véritable commence quand on accepte l'ombre de l'autre. Et votre groupe sanguin, avec ses blessures archétypales, ses élans instinctifs et ses peurs profondes, révèle précisément l'ombre que vous portez dans vos relations. Comprendre cela ne garantit pas des relations parfaites, mais cela permet de cesser de répéter inconsciemment les mêmes schémas, de reconnaître vos patterns, d'entrer dans la relation avec plus de conscience, de choisir des partenaires compatibles, non pas superficiellement, mais archétypalement. Les ombres cachées, ce que votre sang refuse de voir. Il existe en chacun de nous un territoire que nous refusons d'explorer, des aspects de nous-mêmes que nous jugeons inacceptables, que nous repoussons dans l'obscurité, que nous nions farouchement. C'est ce que Carl Jung appelait l'ombre. L'ombre n'est pas le mal. Ce n'est pas une entité démoniaque qu'il faut combattre. C'est simplement tout ce que nous avons dû refouler pour être acceptés, aimés, pour survivre psychologiquement. C'est l'agressivité qu'on nous a appris à cacher sous la gentillesse, la sensualité étouffée sous le contrôle, le besoin d'amour maquillé en autosuffisance, la vulnérabilité déguisée en force, et votre sang, dans son langage symbolique, connaît cette ombre. Il l'exprime à travers vos résistances, vos blocages, vos déclencheurs émotionnels disproportionnés, vos patterns répétitifs. Chaque groupe sanguin porte sa propre ombre spécifique, son revers de médaille psychique. Comprendre cette ombre n'est pas un exercice de jugement ou d'autoflagellation. C'est au contraire le début de la libération. Car comme disait Jung, ce qui n'est pas conscient se manifeste comme destin. L'ombre du groupe O est l'ombre du pouvoir et du contrôle. À la surface, le groupe O veut protéger, guider, servir. Ses intentions semblent nobles. Mais dans l'ombre se cache souvent un besoin de dominer, de contrôler, de maintenir une position de supériorité. Cette dynamique de pouvoir n'est pas nécessairement malveillante. Elle vient de la peur profonde d'être faible, vulnérable, dépendant. Le groupe O a appris très tôt, souvent dans l'enfance, que montrer sa vulnérabilité était dangereux. Peut-être parce qu'il a dû devenir fort trop tôt. Peut-être parce qu'il a vu les adultes autour de lui s'effondrer
et qu'il a dû tenir le coup pour tout le monde. Alors il a construit une forteresse. Il a développé une force apparemment inébranlable. Mais cette forteresse est devenue une prison, car en refusant sa vulnérabilité, le groupe O se coupe de la tendresse, de l'intimité authentique, de la possibilité d'être soutenu par d'autres. Son ombre se manifeste également dans la colère réprimée qui devient rage, dans le besoin de gagner qui devient compétition toxique, dans la protection qui devient possessivité. Le groupe O peut devenir dur, insensible, incapable de compassion envers lui-même et envers les autres qu'il perçoit comme faibles. Jung nous enseignerait que derrière cette dureté se cache une peur immense, la peur de l'abandon, de la trahison, de la mort symbolique que représente la perte de contrôle. Intégrer cette ombre signifie pour le groupe O reconnaître cette peur, l'accepter et découvrir que la vraie force réside dans la capacité à être vulnérable consciemment. L'ombre du groupe A est l'ombre du perfectionnisme et du ressentiment. À la surface, le groupe A veut bien faire, être à la hauteur, maintenir l'harmonie. Mais dans l'ombre bouillonne souvent une colère intense, un ressentiment profond, une fatigue existentielle. Cette colère vient du fait que le groupe A donne énormément sans jamais demander. Il porte des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Il se sacrifie pour les autres. Il maintient des structures à bout de bras. Mais personne ne semble voir ce qu'il fait. Personne ne le remercie suffisamment. Personne ne prend soin de lui comme il prend soin des autres. Mais le groupe A ne peut exprimer cette colère directement, car cela contredirait son image de personne posée, responsable, maîtresse d'elle-même. Alors il la contient, la réprime, la transforme en anxiété, en perfectionnisme obsessionnel, en jugement des autres qui ne font pas les choses correctement. Son ombre se manifeste dans le contrôle excessif qui étouffe la spontanéité, dans les attentes non exprimées qui créent des déceptions, dans la rigidité qui refuse l'adaptabilité. Le groupe A peut devenir critique, rigide, incapable d'accepter l'imperfection, la sienne et celle des autres. Sous cette ombre se cache le chaos qu'il tente désespérément de contenir. Car le groupe A peur du désordre, de l'imprévisibilité, de tout ce qui échappe à son contrôle. Il a construit toute son identité sur sa capacité à maintenir l'ordre. Alors, reconnaître le chaos intérieur semble équivaloir à une annihilation de soi. Intégrer cette ombre signifie pour le groupe A accepter que le chaos fait partie de la vie, que le désordre est parfois créatif, que l'imperfection est humaine. C'est oser exprimer ses besoins, même si cela crée des tensions. C'est reconnaître sa colère comme un message légitime de ses limites non respectées. L'ombre du groupe B est l'ombre de la fuite et de l'irresponsabilité. À la surface, le groupe B cherche la vérité, l'authenticité, la liberté. Mais dans l'ombre se cache souvent un évitement des émotions difficiles, une fuite des responsabilités concrètes, une incapacité à s'ancrer. Cette fuite est une stratégie de protection développée face à un monde qui semble trop dense, trop lourd, trop étouffant. Le groupe B a découvert qu'il pouvait échapper à la douleur en s'évadant dans ses mondes intérieurs, dans la créativité, dans les voyages, dans les rêves. Mais cette stratégie a un coût, car en fuyant constamment, le groupe B ne résout jamais vraiment ses problèmes. Il les laisse derrière lui, mais il le rattrape toujours. Il ne construit rien de durable,
car il part avant que les choses ne deviennent trop réelles. Son ombre se manifeste dans l'instabilité chronique, dans les projets abandonnés, dans les relations interrompues, dès qu'elles deviennent exigeantes. Le groupe B peut devenir insaisissable, peu fiable, incapable d'engagement, perpétuellement en quête d'une perfection qui n'existe pas. Sous cette ombre se cache la peur de l'enfermement, mais aussi, plus profondément, la peur de se confronter à soi-même. Car tant que le groupe B est en mouvement, il n'a pas à faire face à ses blessures profondes, à ses peurs existentielles, à son sentiment fondamental de solitude. Intégrer cette ombre signifie pour le groupe B apprendre que l'ancrage n'est pas une prison, mais une fondation. Que l'engagement conscient n'est pas une limitation de la liberté, mais une expression de celle-ci. Que parfois, rester et traverser l'inconfort est plus courageux que partir. L'ombre du groupe AB est l'ombre du masque et de la fragmentation. À la surface, le groupe AB est complexe, subtil, équilibré. Mais dans l'ombre se cache souvent une confusion identitaire profonde, une impossibilité à être authentiquement soi, une fragmentation psychique douloureuse. Cette fragmentation vient de la nécessité de gérer des énergies contradictoires. Pour ne pas être déchiré par ses propres paradoxes, le groupe AB développe souvent différentes personnalités pour différentes situations. Il devient caméléon, adaptant son masque selon l'environnement. Mais cette adaptabilité devient problématique quand il perd contact avec son centre authentique. Quand il ne sait plus qui il est vraiment sous tous ses masques, quand il devient prisonnier de ses propres stratégies de protection. Son ombre se manifeste dans l'opacité, dans l'incapacité à être vraiment connu, dans les contradictions comportementales qui déroutent son entourage. Le groupe AB peut devenir manipulateur, non par malveillance, mais simplement parce qu'il a perdu le fil de sa vérité propre. Sous cette ombre se cache le conflit intérieur non résolu entre les différentes parties de lui-même. Le groupe AB n'a jamais vraiment fait la paix avec ses contradictions. Il essaie constamment de les cadrer,